Simplement peut-être se présenter. Donc moi je suis Elisabeth Gégaud, je suis avocate associée au sein d'un cabinet qui s'appelle SCOV, qui est un cabinet en droit public mais dédié aux enjeux de la transition écologique. Et je travaille plus particulièrement en ce qui me concerne sur les sujets d'économie circulaire. Et du coup, on co-anime cette petite intervention à deux avec mon associé François Guillot, qui va sûrement mieux se présenter que si je me Voilà. parle. Bonjour à toutes et à tous, donc François Guillot. J'interviens moi pour ce qui me concerne en matière de commande publique. Voilà, ce qui explique notre présence mutuelle aujourd'hui. Voilà, donc l'objectif de cette formation, c'était de parcourir avec vous l'évolution de la prise en compte de l'environnement dans le droit de la commande publique. Voilà, avec bien sûr une sensibilité un peu sur les sujets d'économie circulaire. On va attaquer tout de suite pour pas perdre de temps. Le programme, du coup, c'est de vous faire une petite introduction plus sur comment on en arrivait à se poser ces questions et puis vraiment comment tout s'est enclenché. Et puis ensuite d'aborder avec vous quatre principaux textes qui ont vraiment eu un impact significatif sur la prise en compte de l'économie circulaire dans la commande publique. Donc la loi AGEC en 2015, pardon, la loi relative à la transition énergétique en 2015, la TECV, et puis en 2020 la loi AGEC. Et puis en 2021, la loi climat. Et puis la même année, on a aussi eu le droit, là, il y a quelques semaines, à la loi empreinte environnementale du numérique. Donc effectivement, ça s'accélère un peu ces 2 dernières années. Il pleut des textes, donc c'est vrai que ça permet de s'actualiser un petit peu parce que ça va de plus en plus vite. Le sens de notre présentation, c'est de revenir avec vous sur le mouvement global qui est le suivant, vraiment au démarrage, l'ouverture dans le droit de la commande publique de la faculté de prendre en compte l'environnement, et puis rapidement des textes qui vont un petit peu au niveau national essayer d'ouvrir vers une incitation pour inciter la commande publique à être plus exemplaire, plus vertueuse, plus verte, plus circulaire. Et puis on verra à la fin, aujourd'hui, avec des textes qui sont beaucoup plus axés sur de l'obligation, où ça y est, on y arrive, hein, malheureusement, parce que les incitations n'ont pas suffi. Et donc aujourd'hui, on est sur un sujet quand même beaucoup de contraintes, hein, de plus en plus, et qui, a priori, c'est un mouvement historique qui ne fera que s'accentuer. Le problème qu'il faut garder en tête, et j'imagine que vous l'avez d'autant plus si vous appartenez à des services marchés, vous y êtes confronté très régulièrement, en matière d'économie circulaire et de droit des marchés publics, c'est la fameuse double contrainte. Donc d'un côté, vous avez des contraintes du droit de la commande publique, donc avec la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats. Et puis, de l'autre côté, vous avez des contraintes liées à l'économie circulaire qui vous obligent à avoir des spécifications techniques très excluantes, le fait que vous avez peu de référentiels communs auxquels vous référez, pardon, notamment par exemple tout ce qui va être analyse de cycle de vie, le problème du localisme et de l'enjeu de la proximité géographique au niveau carbone, voilà. Toutes ces contraintes qu'il y a à l'économie circulaire. Et au milieu de ça, on se retrouve avec les acteurs publics qui ne savent pas vraiment comment articuler et comment joindre ces doubles contraintes qui vont être opposables à tous les marchés publics qui vont être passés au même moment et instantanément. Donc, le mouvement historique, c'est d'abord voilà, un mouvement un petit peu international, comme souvent, avec la conférence de Rio, notamment en 92, qui va adopter le programme Action 21 des Nations Unies et qui invite les gouvernements à réexaminer les politiques d'achat de fournitures de leurs organismes et de leur territoire afin d'améliorer, si possible, l'élément environnement. Donc au début, on reste sur quelque chose de très incitatif, mais en tout cas, la prise de conscience, comme souvent au niveau environnemental, elle commence au niveau international. Ce programme, ensuite, il va être décliné au sein des collectivités via les agendas 21. Il y en a sûrement d'entre vous qui les suivent encore ou qui ont participé à leur élaboration. Ensuite, en 2002, on a l'OCDE qui va adopter une recommandation sur l'amélioration des performances environnementales des marchés publics. Donc ça s'accélère un petit peu. Et puis en même temps, la même année, au sommet mondial de Johannesburg, on a, qui porte du coup sur le développement durable, il y a la création d'une task force sur les marchés publics durables et puis un rapport final issu de ces travaux qui prévoit d'encourager la prise en compte du développement durable lors de la passation des marchés publics. Donc là, c'est vraiment le volet international. Ça reste là vraiment sur le sujet de l'intention de pointer du doigt. Voilà, il y a un enjeu, il y a une problématique, il va falloir qu'on y réponde.
répondre. C'est ensuite, du coup, au niveau européen qu'on va avoir quelque chose de plus opérationnel et que ça va commencer à se mettre en place. La Commission européenne, pour sa part, elle a commencé à aborder cette question des rapports entre environnement et commande publique dès le milieu des années 90. Elle a intégré cet objectif dans le traité Maastricht. Et puis en 96, elle va publier un livre vert, Les marchés publics dans l'Union européenne, pistes et réflexions pour l'avenir, avec cet objectif d'intégrer la protection de l'environnement dans les marchés publics. Elle va confirmer ça en 2001. Et donc, comme on le sait, ça prend toujours un petit peu de temps. Les résultats sont plutôt pas mal, mais ça prend un peu de temps au niveau européen. Donc ensuite, on passe de 2001 à 2014. Et c'est là qu'on arrive au premier texte qui est un petit peu fondateur sur comment l'environnement ou l'économie circulaire va pouvoir être pris en compte dans les marchés publics. C'est cette directive de 2014 qui va revoir notamment la formulation des critères d'attribution du marché en permettant au pouvoir adjudicateur de se fonder sur l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du prix ou du coût, selon une approche qui sera fondée sur le rapport coût-efficacité tel que le coût du cycle de vie et qui va pouvoir tenir compte du meilleur rapport qualité-prix évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs et donc notamment environnementaux. Donc là, on arrive vraiment sur cette premier jalon qu'on pratique un petit peu maintenant depuis presque 7 ans, voilà, qui est cette directive qui ouvre officiellement cette faculté de prendre en compte des logiques de circularité ou des logiques environnementales dans les marchés publics. On sait maintenant qu'on peut le faire. Ensuite, on va du coup là voir plus à partir du moment où l'Union européenne va ouvrir les vannes sur cette faculté. Au niveau national, il va y avoir ce souci de se dire, bon, c'est bien, mais il va falloir qu'on les pousse un petit peu sur certains segments d'achat, qu'on fixe des objectifs, qu'on fixe des incitations un petit peu plus ciblées pour vraiment avoir un effet de déclenchement et d'accélération de la circularité dans les marchés publics. Et donc, la première loi qui va vraiment se poser un petit peu cette question et essayer de pousser les acheteurs publics à inscrire leur marché dans l'économie circulaire, c'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015, donc maintenant qu'on connaît bien, qu'on a bien pratiqué, voilà, qui va reconnaître pour la première fois l'économie circulaire d'un point de vue juridique, et puis qui va prévoir des dispositions dans différents domaines d'action pour inscrire les marchés publics dans une logique plus circulaire. Donc, en matière de gestion des déchets, d'offres des acteurs économiques ou encore de demande et de comportement des personnes publiques. On va les parcourir rapidement. C'est des dispositifs, j'imagine, qui sont plutôt bien maintenant connus, même s'il y en a certains, je pense, qui ont été sous-exploités et sous-appliqués, mais en tout cas, qui ont quand même changé la donne et sensibilisé. Encore une fois, on est sur ce sujet incitation. Ça a sensibilisé pas mal d'acheteurs publics. En matière de gestion des déchets, du coup, ce qui a été prévu, c'est de faire en sorte que la commande publique durable soit mise au service de la transition vers l'économie circulaire. Donc là, ça reste assez flou. Et notamment qu'elle permette d'atteindre certains objectifs qui vont être fixés par les législateurs. Ces objectifs, il y en a pas mal qui étaient pour 2020, donc ça permettrait de faire un petit peu un bilan à ma connaissance qui est pas forcément fait l'objet d'un rapport spécifique, mais on peut aujourd'hui, grâce à notamment à l'ADEME, voir un petit peu pas mal de résultats sur ces objectifs-là. Il y avait notamment un objectif de réduction de 10% des déchets ménagers, la valorisation matière de 55% des déchets non dangereux non inertes, ou encore la réduction de 30% des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage. Alors encore une fois, ça c'est des objectifs qui étaient tellement transverses que c'était, à mon sens, assez compliqué de les retranscrire dans tous les types de marchés, enfin de faire déborder. Ça pouvait surtout, on retrouvait surtout finalement ces objectifs-là dans tout ce qui était plans régionaux de gestion et de prévention des déchets. Mais c'est vrai qu'au niveau des marchés, ça restait assez abstrait. En revanche, on avait un objectif, par exemple, qui était pour le coup très, très simple à appliquer, enfin en termes de prescription, hein, je ne dis pas en termes de sourcing et d'offres, mais en matière de gestion des déchets des chantiers de construction et d'entretien routier, où là, donc pour ce type de marché de travaux, les objectifs étaient les suivants. Au plus tard, en 2020, l'État et les collectivités territoriales devaient s'assurer qu'au moins 70% des matières et des déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routier dont ils sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière.
Donc ça, c'était au stade, voilà, quand on génère des déchets sur un chantier routier. Et pour boucler la boucle, était aussi prévu que du côté des chantiers qui visent à aménager des routes, les maîtrises d'ouvrage publics intègrent une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des déchets. Donc voilà, ça c'était des objectifs qui étaient assez simples, qu'on voit plutôt très bien appliqués. Et maintenant, les maîtrises d'œuvre, notamment d'aménagement qui accompagnent les acheteurs publics, intègrent un petit peu systématiquement ces objectifs. Donc voilà, ça sur ce volet-là, ça a été plutôt une incitation qui a été un succès. On a eu aussi l'intégration de la notion de commande publique durable. Donc ça, c'était plutôt bien pensé, mais on voyait pas très bien où est-ce que ça nous menait. La commande publique durable, du coup, c'était une notion qu'on a inscrite dans le Code de l'environnement. C'est donc celle qui est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs qu'on vient de voir. Et elle doit avoir, par son effet d'entraînement, contribuer à faire émerger et déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets, de production et de services incorporant des matières issues du recyclage. Voilà, alors c'était plutôt une notion, encore une fois, très incitative, un petit peu, je pense, pour inspirer les acheteurs publics et qu'ils puissent inscrire leur schéma et puis voilà, leur démarche de durabilité et de circularité dans une notion un petit peu phare à réemployer, mais concrètement, voilà, qui n'avait pas de déclinaison opérationnelle très précise. On avait ensuite aussi tout le dispositif BPOS, donc qui visait à inciter l'État ou les collectivités, lorsqu'ils sont maîtres d'ouvrage, à faire preuve d'exemplarité énergétique et environnementale pour leur nouvelle construction, à chaque fois que c'est possible, et notamment à être à énergie positive et à haute performance environnementale. Donc ça, encore une fois, le dispositif BPOS, ça a plutôt bien fonctionné parce que c'était plutôt concret. En revanche, il y a pas mal d'exemples. Là, je vous avais mis un lien. C'est assez inspirant d'aller voir tout ce qui a pu être fait. Voilà. En revanche, c'est vrai que dans la mesure où c'était plus une incitation et une logique d'exemplarité, ça n'a pas été un boom non plus exponentiel à l'échelle des chantiers qui ont pu être menés à la suite de cette loi en 2015. On arrive donc voilà, en 2020, donc avec ce premier jet, cette première loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en se disant, voilà, 2020, ça va être la bonne loi pour faire de l'économie. C'est une loi à économie circulaire, hein, c'était un projet de loi de lutte contre le gaspillage. Donc on s'est dit, voilà, le moment, c'est maintenant. Finalement, c'était pas tant que ça maintenant. C'est un peu ce qu'on a analysé comme un rendez-vous manqué. Il n'y avait rien dans le projet initial du gouvernement sur la commande publique. En revanche, au fur et à mesure des débats parlementaires, il y a pas mal de dispositions qui ont été introduites. Le constat qui ressortait des débats et des amendements, c'était souvent les mêmes, hein. La commande publique, c'est quand même 10% du PIB. Il faut qu'il y ait de l'exemplarité. C'est aux acheteurs publics d'ouvrir la voie sur ce nouveau type de demande, voilà, et d'expérimenter parce ils ont les moyens de le faire. Le résultat final, c'est pas mal de dispositions finalement qui sont adoptées, mais avec une construction qui est extrêmement désordonnée. Des textes aussi parfois qui sont pas très bien rédigés. La qualité légistique est pas exceptionnelle. Et puis à terme, il n'y a pas eu de grande révolution comme on le verra où la loi climat est quand même pour le coup notamment plus significative pour changer les choses. Là, c'est pas mal de petites mesures. Il y a des dispositions un petit peu générales et puis on va voir, il y a aussi des dispositions là pour le coup très spécifiques sur certains segments d'achat pour certains types de marchés, voilà, très spécifiques, mais là encore du coup pas forcément de grandes révolutions, c'est des dispositifs à connaître pour des marchés en particulier. Une des dispositions, c'était notamment pour tous les marchés liés aux opérations de construction et de rénovation, les inciter à recourir à des matériaux de réemploi. Donc, la loi de 2015 avait déjà introduit cette notion de commande publique durable et du coup une section dans le Code de l'environnement avec un article qui prévoyait que la commande publique devait tenir compte de la performance environnementale des produits et en particulier de leur caractère biosourcé. Et cette loi AGEC a eu pour effet d'ajouter la partie qui est en rouge sur cette slide. Donc le texte prévoyait déjà que dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, la commande publique doit prendre en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone.
Et donc maintenant, elle doit veiller au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. Donc là, l'objectif, c'était surtout, encore une fois, d'inciter sur un domaine qui est quand même, pour l'instant, expérimental. Donc s'il y en a qui travaillent un petit peu sur ce sujet, vous avez bien vu qu'intégrer du réemploi dans les marchés de construction et de rénovation, ça va pas de soi parce que il y a notamment des problématiques assurantielles, il y a des problématiques de requalification de ces matériaux-là. Donc voilà, vu les problématiques décennales, grosso modo, les assureurs ont tendance à dire que les matériaux de réemploi relèvent pas des techniques courantes de construction. Donc c'est quand même un petit peu un challenge pour les maîtrises d'ouvrage. Ce qu'on conseille généralement et ce que font la plupart des maîtrises d'ouvrage, c'est en fait un AMO économie circulaire ou réemploi qui est spécialisé et parfois qui a un petit peu aussi un volet plutôt maîtrise d'œuvre aussi économie circulaire et qui va accompagner sur ce type de marché parce que voilà, il y a aussi il y a l'enjeu assurantiel et souvent qui implique de travailler aussi en partenariat avec un bureau de contrôle un petit peu spécialisé sur ces questions. Donc voilà, un article encore une fois plus incitatif où il serait assez, à mon avis, difficile de faire annuler un marché à partir de cette disposition, un marché qui n'inclurait pas de réemploi. Mais voilà, c'est à coupler avec la réglementation environnementale 2020 des bâtiments qui, du coup, incite aussi au réemploi des matériaux. Donc voilà, sur cette disposition, plus une tendance qu'une obligation ou quelque chose de très, très contraignant. Merci Elisabeth. Alors j'enchaîne donc avec une disposition donc, qui là est générale. Si vous en avez connaissance, donc c'est l'article 55 qui s'applique aux achats de fournitures et qui vous dit donc qu'à compter du 1er janvier 2021, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, réduisent la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et privilégie les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Donc c'est une disposition qui ne s'applique pas à tout le monde puisqu'on a un champ d'application organique qui est limité. On parle bien de l'État, mais ces établissements publics ni ces opérateurs ne sont mentionnés. Et donc, on parle d'une disposition qui est générale, puisqu'elle a vocation, certes, à s'appliquer dans le cadre des achats, mais elle a surtout vocation à s'appliquer dès que cela est possible. Donc, on a un exemple qui avait été donné lors des débats qui portait sur l'achat, l'acquisition de couches réutilisables. Mais on peut aussi, par exemple, penser aux distributeurs automatiques. Voilà, c'est quelque chose de très global, avec une portée qui est plus politique, plus incitative finalement que contraignante. Alors, on était tombé sur un marché qui était relativement intéressant d'un SDIS du sud de la France qui avait indiqué se saisir pleinement de ces dispositions, alors même qu'elles n'étaient pas encore applicables, et donc qui avait retranscrit cet article 55 pour interdire les emballages plastiques en fait individuels des t-shirts et des équipements qui étaient destinés à être octroyés aux pompiers. Donc on avait trouvé ça plutôt intéressant. Donc voilà, il y a déjà des acheteurs qui se positionnent sur la base de cet article 55. Donc ensuite, vous avez une autre disposition. Alors celle-là, théoriquement, elle n'aura échappé à personne. Donc c'est l'article 58, qui est également une disposition donc, qui est beaucoup plus importante pour le coup, et qui vous dit donc qu'à compter, donc c'est en vigueur hein, effectivement également, à compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans les proportions de 20 à 100%. Et donc la liste des produits a été publiée dans le cadre du décret du 9 mars 2021. Et il y a pas mal de choses à dire sur cette disposition. Donc, comme la précédente, on a un champ d'application organique qui est limité, puisque l'on ne mentionne une fois de plus ni les établissements publics de l'État, ni ses opérateurs. Et donc, pour bien comprendre la disposition, c'est important de bien percevoir. Donc, on ne raisonne pas marché par marché, mais on va bien raisonner par année civile, puisque l'on parle du montant hors taxe qui est engagé sur chaque année civile. Donc vous avez des exceptions qui sont mentionnées dans le texte, donc c'est la deuxième partie de cet article, notamment en termes de contraintes opérationnelles liées à la défense nationale. Donc c'est tout ce qui concerne en fait les conditions de résistance particulières.
Donc ça peut se comprendre puisque ce sont des matériaux donc, qui sont soumis à rude épreuve, où il y a aussi l'existence de la contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique. Et dans le cadre des débats, était notamment évoquée la question des volumes. Donc il y a eu pas mal de difficultés en fait, opérationnelles liées à la rédaction de ce décret, beaucoup d'interprétations possibles, pas mal d'acheteurs qui ne comprenaient pas réellement comment s'approprier les termes de ce décret d'application, puisqu'en fait, il y a plusieurs interprétations qui sont possibles, même si finalement, et via une notice explicative de la DAJ, les choses sont tranchées. Et si vous prenez ce décret, en fait, donc il faut bien prendre le tableau donc, qui est annexé ligne par ligne. Et en fait, vous voyez que vous avez deux grilles de pourcentage. La première qui intègre les matières recyclées et la seconde qui les exclut et donc qui ne concerne que le réemploi ou la réutilisation. Donc nous, ce qui nous avait posé une difficulté dans le cadre de l'appréciation de ce décret, c'était le terme don que vous voyez tout en haut de la première colonne, puisqu'il pouvait laisser imaginer finalement qu'on aurait recours à des matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation dans le cadre du premier pourcentage qui est mentionné, qui aurait été plus que raisonnable en termes d'utilisation, et c'est un euphémisme. En fait, il faut comprendre que la deuxième colonne annule la première lorsque le pourcentage est identique. Donc, si vous prenez par exemple l'acquisition de vêtements ou d'articles chaussants, on ne va pas tenir compte de la première colonne et on aura l'obligation d'acquérir au moins 20% du montant total de la dépense annuelle donc en articles chaussants issus du réemploi ou de la réutilisation. Vous avez mis un deuxième exemple donc, qui concerne les sacs d'emballage. Puisque les pourcentages ne sont pas identiques entre la première colonne et la seconde colonne, en fait, on va procéder par déduction. Donc, on va, sur le montant total hors taxe de la dépense annuelle, prendre 10% de matériaux qui sont issus du réemploi et de la réutilisation, auquel on ajoutera 10% de sacs d'emballage qui sont issus du recyclage. Voilà, je ne sais pas si les choses sont claires. En tout cas, ça a été explicité comme ça par la DAJ Bercy. Il y avait pas mal de choses à dire donc, sur le décret d'application. Alors, Louis, là, il y a un autre exemple. Donc, les ordinateurs portables, ce sera 20%, puisque les colonnes, en fait, les deux colonnes sont identiques. Et pareil pour les téléphones mobiles. François, j'en profite pour rebondir tout de suite sur une question, puisque c'est en lien avec ce décret d'application, qui dit qu'un arrêté est paru le 3 décembre fixant les modalités de déclaration justement de la part de ces dépenses relatives à l'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Oui, tout à Alors, fait. c'était bien relativement à... Oui, c'est sur cette deuxième obligation, c'est sur l'article 58, effectivement. C'est pas sur celui qu'on a vu juste avant qui prévoit, enfin, qui est trop flou, quoi. Donc, pour un coup, il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de déclaration. C'est effectivement bien sur celui-ci où on attendait un petit peu les modalités de déclaration. Oui, alors je voulais juste terminer, pardon, donc, sur le décret donc, qui est assez décevant en termes de pourcentage, puisque le texte de loi prévoyait bien donc, des proportions qui allaient de 20 à 100%. Finalement, de mémoire, la proportion maximum, c'est 40%. Et puis, sur la question des matières recyclées aussi, on n'a pas de taux de recyclage en fait, qui sont incorporés dans chaque produit. Ce qui veut dire que concrètement, lorsqu'on devra acquérir des produits issus du recyclage, l'obligation pourra être considérée comme remplie, alors même qu'il y aurait très peu de matière recyclée en fait finalement dans l'appareil qui est acquis. Donc voilà, on était un peu déçus quand le décret est sorti, mais je pense qu'il aura vocation à évoluer de toute façon dans le temps, à être complété. Donc voilà, ce sera à surveiller également. Donc vous avez une autre disposition, alors pour le coup, qui est également issue de la loi AGEC et qui pour le coup, elle, est beaucoup plus sectorielle, qui est en lien donc, avec l'acquisition de constructions temporaires. Donc, et qui vous dit, lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi.
donc sous certaines réserves. Donc cette disposition, elle a été intégrée puisque on est parti du postulat finalement qu'il y avait beaucoup d'acquisitions de construction temporaire et qu'elle portait systématiquement sur des produits neufs. Alors même que il est possible d'acheter donc du modulaire reconditionné qui est beaucoup plus économique. Et cette disposition, donc, elle a un impact qui est important puisque, alors elle est d'ores et déjà en vigueur, tous les acheteurs sont concernés puisque donc le texte a un champ d'application organique qui est extrêmement large. On a une multiplication de ce type de marché. On sait que la commande publique représente un tiers des achats annuels du secteur. Donc la commande publique à elle seule représente, d'après les derniers chiffres, 120 millions d'euros par an. Et on sait que d'ici la fin de l'année, le secteur aura pris 4% d'augmentation. Donc c'est plutôt une disposition qui est importante. Sauf d'autant plus, donc on a mis quelques exemples, mais ce type de construction ne se limite pas exclusivement maintenant aux bâtiments de chantier. Il y avait un marché donc, qui avait été passé il y a peu de temps pour des bureaux ministériels, pas mal de salles de classe, beaucoup de vestiaires de terrains de foot municipaux. Donc voilà, c'est une disposition qui est importante et qu'il faut bien garder en tête. Il y a deux solutions pour retranscrire cette obligation dans les marchés. Donc, tout simplement exclure la mention neuf des marchés, ce qui est le parti pris des acheteurs, ou alors pour inciter les opérateurs économiques qui aimeraient se mobiliser sur ce type de marché, ouvrir clairement au réemploi. Et cette disposition, donc, elle est à mettre en perspective avec le décret qu'on évoquait du 9 mars 2021, puisque ce décret va plus loin, puisqu'il prévoit une ligne de pourcentage, enfin une ligne en fait qui est relative aux bâtiments modulaires préfabriqués et qui prévoit une obligation de 20% de réemploi ou de réutilisation. Donc non seulement il ne faudra plus exclure, mais il va même falloir inclure par application donc, de ce décret du 9 mars 2021. Ensuite, on a une disposition sur les logiciels qui visait à inciter les acheteurs à se tourner vers l'éco-conception. L'article 55 du coup de la loi AGEC précise que lorsque le bien est acquis d'un logiciel, les acheteurs promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation. Donc, en théorie, c'était applicable à partir du 1er janvier 2021. Là, pour le coup, ça concernait un petit peu tous les acheteurs publics. En revanche, en pratique, c'est compliqué. Donc, l'objectif de limiter la consommation énergétique engendrée par les services publics, par tous les services numériques, ça paraît cohérent, surtout, encore une fois, vu qu'on voit le mouvement de numérisation croissant des services publics. En revanche, le petit problème quand même technique, c'est que pour les acheteurs, ça reste extrêmement compliqué aujourd'hui à prescrire et à exiger. Donc, il n'y a pas encore de référentiel commun d'évaluation des impacts environnementaux des services numériques. Il n'y a pas d'approche, notamment d'analyse du cycle de vie commune pour les logiciels avec une méthode ou une base de données qui serait ouverte, qui serait reconnue, qui serait disponible pour tous les acheteurs. En revanche, il y a le projet Négaoctet, donc qui est financé par l'ADEME, qui a justement pour objectif de travailler là-dessus, de définir une méthode, de mettre en place une base de données, qui a abouti là le mois dernier et qui propose pour l'instant du coup un accès gratuit assez limité à cette base de données via l'ADEME. Mais également une version payante pour le coup avec une base de données très riche et voilà une méthode là qui est plus ou moins normée. Donc ça reste une piste intéressante à suivre et on verra avec la loi climat. De toute façon, le gouvernement s'est engagé d'ici 2025 à mettre à disposition des acheteurs des méthodes d'ACV dans les principaux segments d'achat. Donc on peut espérer que de toute façon ce projet va permettre de développer une méthode qui sera disponible pour tous les acheteurs gratuitement et validée par le ministère. Les autres solutions, du coup, très concrètement, pour avoir un logiciel éco-conçu, parce que j'imagine que techniquement, vos services ne sont pas forcément à même de prescrire comment est-ce qu'on fait pour éco-concevoir un logiciel. Donc, soit on recourt aux critères du coût global, qui peut quand même permettre de régler un peu cette question de la consommation énergétique, soit essayer d'insérer un critère environnemental ou des spécifications techniques, mais encore une fois,
Encore faut-il pouvoir les définir et rédiger, mais si vous avez des ressources humaines pour le faire, effectivement, voilà, ça reste une incitation qui court depuis le début de l'année et qui s'apparente à un début d'obligation. Alors, vous avez une autre disposition donc, qui est là encore plus que sectorielle et qui ne concernera pas pour le coup tout le monde, mais qui doit être signalée, qui est importante et qui est d'ores et déjà en vigueur. Donc, c'est l'obligation d'acquérir des pneumatiques rechappés en lieu et place de l'acquisition de pneumatiques neufs lorsque vous en avez besoin. Alors, donc j'explique là, parce que c'est important en fait pour bien comprendre le raisonnement de cet article, ce qui a été fait, ce qui a été manifestement raté aussi, je pense qu'on peut le dire, c'est de bien comprendre ce qu'est la rechappe. Alors, pour être très clair, je ne suis pas un spécialiste du pneu, mais le pneu se décompose en deux parties. Vous avez la carcasse, donc qui est la partie centrale, et qui coûte le plus cher parce que ça représente 70% du coût. Et vous avez la gomme en fait qu'on va venir poser sur cette carcasse qui pour le coup s'use extrêmement vite et qui ne coûte pas grand-chose. Donc l'idée dans la rechappe, ça va être de conserver la carcasse et de venir poser une nouvelle gomme, ce qui va multiplier donc la durée de vie du pneu par 2 ou par 3 et qui va, en conservant cette carcasse, permettre de réaliser des économies qui sont substantielles. Donc cette disposition, elle a un véritable intérêt. Elle a d'autant plus d'intérêt donc, que ça représente quand même, à titre d'exemple, juste pour l'État en acquisition propre, 100 000 euros de pneumatiques pour les poids lourds auxquels s'ajoutent tous les marchés des autres collectivités ou des autres établissements. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Pour le retranscrire donc, dans le marché, c'est relativement simple également. Il suffit soit de le préciser dans les spécifications techniques, soit de ne rien dire. Simplement, il peut être pertinent de mentionner donc qu'on veut acquérir des pneus, enfin que l'on doit d'ailleurs acquérir des pneus rechappés en premier lieu, parce que là, on rentre dans le cadre de la première exception. Vous pouvez sortir de cette obligation lorsque vous aurez une première consultation infructueuse. Et je dis lorsque vous aurez, parce que ça risque d'être le cas dans 100% de vos consultations, puisqu'en fait, il n'y a pas d'offre de pneus rechappés pour les véhicules de tourisme, en tout cas pas pour le moment, pour une simple et bonne raison, c'est que les pneus asiatiques coûtent moins cher à fabriquer que des pneus rechappés. Donc c'est pour ça en fait qu'on est venu introduire cette disposition. Ça a fait l'objet en fait d'un amendement qui partait de ce constat et qui disait qu'il va peut-être falloir prévoir un cas de consultation infructueuse, puisque pour être très clair, l'offre n'existe pas. Donc plutôt que de supprimer la disposition, on s'est dit on va offrir une porte de sortie aux acheteurs. Et en pratique, on voit que c'est très compliqué, parce que si vous vous amusez à aller donc sur les plateformes de dématérialisation, vous vous rendrez compte que la plupart des consultations sont lancées après une première consultation infructueuse. Donc en fait, on rebascule automatiquement pour ce qui est des véhicules de tourisme sur du neuf, ce qui n'est pas le cas sur les poids lourds, puisque il y a une véritable offre de pneus rechappés en poids lourd à partir du moment où, encore une fois, la carcasse représente 70% du pneu. Voilà, les industriels s'étaient mobilisés pour diminuer les coûts. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette première partie du texte. Vous avez une deuxième exception donc, qui concerne les véhicules d'urgence et les véhicules militaires. C'est une exception qui est plutôt logique puisque les pneus sont surexploités et donc que la carcasse, qui encore une fois est plus coûteuse, s'use beaucoup plus vite. Donc c'est plus simple de changer le pneu, c'est pas forcément plus coûteux. L'une des limites de ces dispositions, donc, c'est qu'elle concerne l'acquisition, le texte mentionne bien les achats, et non pas la location. Or, on sait que la location longue durée se développe de plus en plus, mais elle porte principalement sur des véhicules neufs, donc qui ne disposent que très peu de pneus rechappés, même si apparemment, je me suis renseigné, ça existe également. Donc voilà pour les dispositions de la loi AGEC, dont certaines sont quand même intéressantes
même si on prend l'exemple des pneus rechappés, on se rend bien compte que ça a été construit d'une manière un peu particulière, parfois un petit peu à la va-vite. Et la loi climat qui n'est certes pas parfaite et sur lesquelles on va émettre un certain nombre de réserves également, va permettre quand même de compenser cette carence rédactionnelle, si on peut le formuler comme ça. Donc effectivement, on arrive à les événements récents de notre histoire avec l'adoption fin août de cette année de la fameuse loi climat. Je vous mets en fait finalement cette slide d'abord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette merveilleuse convention citoyenne pour le climat qui avait émis une centaine de propositions, notamment en matière de marché public, de créer une clause environnementale qui serait systématiquement inséré dans les marchés publics, de créer la notion de coûts plus écologiquement avantageux. Voilà, il y avait eu plein d'idées par ces citoyens de choses à réformer, sachant qu'il y avait forcément les limites du droit européen, parce que ça reste une matière qui est soumise à une directive européenne, donc on était obligé un petit peu de réfréner les ardeurs. Voilà, donc ça a été peu de ces propositions ont été finalement reprises telles quelles, mais on se retrouve quand même avec une promulgation le 22 août d'une loi qui fait 305 articles. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y en a 305, donc c'est un petit peu un calvaire à décrypter, mais en fait, pour l'avoir fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de petites dispositions sectorielles qui font des corrections rédactionnelles d'autres dispositifs qui existent. Donc clairement, c'est pas une loi forcément qui va réinventer la poudre dans tous les domaines et vraiment transformer l'économie, transformer tout ça. Il y avait 5 thématiques donc qui étaient consommées: produire, travailler, se loger, nourrir. Les marchés publics donc avaient leur place dans ces chapitres. Ce qui s'est passé et du coup c'est ce qu'on va vous montrer, c'est qu'effectivement on peut quand même se dire au niveau des marchés, il y a eu une avancée, et une avancée qui est liée au fait que, comme on vous expliquait dans ce mouvement historique, on est passé de la faculté avec la directive de 2014 à l'incitation avec la LTECV et la loi AGEC en 2015 et 2020, et puis là, la loi climat, on bascule sur de l'obligation. Et contrairement à la loi AGEC qui était très sectorielle parce que c'était un enjeu économie circulaire, là, on passe sur un enjeu climat, mais qui en matière de marché est quand même plus une logique environnement qu'une logique vraiment carbone. Mais du coup, où voilà, ça va insuffler sur tous les marchés publics. C'est plus des dispositions, il y a quelques dispositions sectorielles qu'on va vous présenter très spécifiques qui sont pas finalement particulièrement intéressantes. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va modifier pour tous les marchés, insuffler un petit peu une exigence de prise en compte de l'environnement à toutes les étapes de la passation et de l'exécution. Ce qu'il faut simplement retenir aussi, et on va le répéter, je pense, plusieurs fois parce que c'est quand même important, ce qui est un petit peu décevant, c'est les délais d'entrée en vigueur. En fonction des dispositions, grosso modo, il y a des articles qui rentrent en vigueur depuis la promulgation, donc le 24 août. Et puis, grosso modo, ça va jusqu'en 2030. La majorité des dispositions qui sont plutôt intéressantes, c'est horizon 2026. Alors, ça pourra intervenir avant si le gouvernement... le prochain gouvernement, parce que la législature est quasiment terminée, mais si le prochain gouvernement décide d'accélérer un petit peu ces dates d'entrée en vigueur. Mais sinon, ça laisse quand même pas mal de temps pour s'organiser, pour que les acheteurs puissent vraiment faire un travail de sourcing, tester aussi, expérimenter via les marchés. Voilà, donc ça laisse un petit peu de temps pour révolutionner un petit peu les marchés qui vont être passés. Voilà, donc cette loi climat, donc l'article 35 de la loi climat, donc prévoit pas mal de modifications, ce qu'on vous disait, à différents stades en fait, notamment en termes de prise en compte globale des objectifs de développement durable, au stade de la détermination du besoin, de la passation, des conditions d'exécution, et au stade du suivi et du respect des obligations. Alors, s'agissant de la prise en compte des objectifs de développement durable, vous avez un nouvel article qui est ajouté. Je passe vite dessus puisqu'il n'est pas, voilà, il est intéressant, mais ça ne va pas révolutionner vos pratiques.
Donc c'est l'article L.3-1 du CCP donc, qui vous indique que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, dans le respect des conditions donc, définies par le présent code. Donc cet article, il est désormais en vigueur. C'est l'un des seuls d'ailleurs qui est en vigueur à ce jour. Voilà, ce que je vous disais, on reste sur des objectifs. Et puis, on comprend bien que cette obligation, finalement, devra s'inscrire et être mise en perspective avec toutes les obligations, en fait, qui sont mentionnées dans le CCP, notamment, par exemple, l'obligation de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse ou le respect des grands principes du Code de la commande publique, qui est finalement l'article L.3, et donc celui qui précède cette nouvelle disposition. Donc on est plus à ce stade sur une déclaration d'intention, même si bon, ça reste intéressant. Voilà, donc on va aborder, je passe rapidement sur cette slide, mais on va aborder les dispositions donc, successivement. Donc vous avez une première disposition donc, qui concerne la détermination du besoin et les spécifications techniques. Donc c'est un ajout qui est effectué à l'article L21-11-2 du CCP et qui vous indique donc que les spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, ce qui est finalement une retranscription de l'article qu'on vient de voir. La DAJ nous rappelle donc que cette disposition n'est qu'une disposition qui doit être retranscrite en termes d'obligation de moyens. On reste sur des objectifs, c'est pas quelque chose à ce stade de substantiel. Et pour la petite histoire, cette disposition, elle a été ajoutée par le législateur dans un souci d'équilibre, puisqu'on s'était rendu compte finalement qu'on avait prévu un nouvel article au stade de la sélection des offres, un nouvel article au stade des conditions d'exécution du marché, et donc ça serait bien finalement d'ajouter un nouvel article au stade de la détermination du besoin. Et en fait, c'est comme ça que cet article s'est retrouvé inséré dans le projet de loi, mais ça s'est fait après coup. Donc vous avez un article donc, qui a été ajouté, Elisabeth tout à l'heure d'ailleurs le mentionnait. Donc c'est un article d'ailleurs, cette slide aurait dû apparaître plus loin. J'ai oublié de la modifier, donc je le fais maintenant. Donc cet article loi 36, donc, qui vous dit qu'au plus tard, le 1er janvier 2025, l'État va mettre à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat. Donc ça, c'est un dispositif qui a été donc, ajouté dans un second temps à la loi, qui ne faisait pas partie de l'article 35 et qui fait donc l'objet de cet article 36. C'est un dispositif donc, qui est ambitieux et bienvenu et qui, à terme, devra en fait offrir une vraie grille de lecture au bénéfice des acheteurs. Donc c'est quelque chose de très positif. Pour le moment, c'est difficile d'en dire plus. C'est un peu flou. On parle des principaux segments d'achat, mais on ne sait pas encore exactement lesquels seront concernés et il faudra potentiellement attendre jusqu'au 1er janvier 2025. Donc effectivement, ça arrivera peut-être avant, mais voilà, pour le moment, on est un peu dans l'expectative. Vous avez un nouvel article également donc, qui est arrivé lui aussi en fin de cours, donc, qui concerne la sélection des candidatures. Est-ce que je peux passer un peu vite ? Non, c'est ça. La sélection des candidatures, pardon pour cette interruption, qui vous indique donc qu'il sera possible d'exclure certains opérateurs, notamment ceux qui ne respectent pas l'obligation d'établir un plan de vigilance pour l'année précédant celle de la publication du marché, sous condition, et notamment si cette restriction n'est pas de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement plus difficile l'exécution de la prestation. Je vais passer vite aussi sur cette disposition, puisqu'en fait, elle a un champ d'application qui, concrètement, est limité, puisque seules les entreprises qui emploient au moins 5000 salariés sont concernées par l'établissement de ce plan de vigilance. Donc, ça restera quand même quelque chose un dispositif qui ne les concernera pas tous. Et donc, on a aussi une application qui sera potentiellement limitée parce que c'est une exclusion qui est possible, ça ne sera pas une exclusion automatique, notamment, et c'est là qu'on en revient aux exceptions,
si cette exclusion est de nature à restreindre la concurrence. Donc on peut imaginer que sur un marché où 2 entreprises d'au moins 5000 salariés se positionneraient, donc ces 2 entreprises seraient concernées. Si l'une ne respecte pas ce plan de vigilance, on ne pourra pas l'éliminer en fait de fait, puisque cette élimination restreindra nécessairement en fait la concurrence tout simplement. Donc on attend de voir comment cette disposition va être utilisée, mais bon, voilà, à mon sens, c'est pas quelque chose de substantiel en l'état. Alors, vous avez un nouvel article qui a été pas mal commenté, qui est intéressant, donc c'est donc une nouvelle disposition qui vient modifier l'article L2152-7 du CCP, donc pour rappel, qui indique que le marché est attribué aux soumissionnaires ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui vont présenter l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Et donc là, on a un nouvel ajout donc, qui vous indique au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une faculté, puisqu'avant c'était les critères peuvent prendre en compte, maintenant c'est les critères prennent en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Donc, on passe d'une simple faculté à une véritable obligation. Simplement, il faut faire attention de ne pas surinterpréter la portée de ces dispositions, puisque si l'on s'en tient au terme même de cet ajout, il n'est pas ici question d'imposer un véritable critère environnemental, mais il est bien question que l'un des critères qui sera utilisé tienne compte des caractéristiques environnementales de l'offre. Donc ça donne quand même une portée qui est relative à ce dispositif. Et on peut déjà imaginer que certains acheteurs qui ne souhaiteraient pas nécessairement trop se contraindre dans le cadre de leur prochain marché prévoient des sous-critères de la valeur technique. Enfin, moi, en tout cas, cette obligation en sous-critère. N'en est pas en tout cas sur un véritable critère, contrairement d'ailleurs à ce que voulait la Convention citoyenne qui souhaitait de mémoire imposer un critère écologique pondéré à 20% minimum. On n'en est pas là. Ce conseil est confirmé d'ailleurs par le Conseil d'État qui a rendu un avis sur la question hein, et qui rappelle bien que même si cet ajout est louable, il n'est pas question de sortir du cadre du Code de la commande publique qui impose de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse par application de critères objectifs précis et liés à l'objet du marché. En lieu et place, donc, comme on l'évoquait également s'agissant de la Convention citoyenne, de l'offre écologiquement la plus avantageuse. On n'en est pas là, et j'indique également que les marchés de défense et de sécurité ne sont pas concernés. On est sur des justifications classiques qui tiennent notamment compte de leur spécificité. Donc, la disposition, elle est étendue aux concessions. Et elle sera applicable, et j'y reviendrai également, enfin elle n'est pas applicable là en l'état, puisqu'il va falloir attendre au plus tard août 2026. Donc, vous avez une autre disposition qui est également intéressante, qui s'inscrit finalement dans la continuité de celle que je viens de commenter et qui concerne les conditions d'exécution. Puisqu'on a une modification de l'article L2112-2 du CCP, donc qui vous indique donc, que les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations qui doivent être liées à son objet. Alors avant, on vous indiquait les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'environnement. Maintenant, on passe d'une simple faculté à une véritable obligation également, puisqu'elles doivent prendre en compte. Donc ça, c'est une disposition qui est positive, qui n'est pas révolutionnaire en soi, puisque c'est des choses qui existent déjà, mais si on veut voir le verre à moitié plein, voilà, on passe de l'incitatif au prescriptif, donc ce sont des choses qui, en termes de commande publique environnementale, sont à signaler. La question qui se posera en termes d'application de cette disposition, c'est la question des modalités en fait, puisque rien n'est précisé. Donc,
on pourra imaginer finalement que cette obligation sera remplie avec des insertions au sein des marchés en fait qui n'auront rien de substantiel. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce que nous on appelle une espèce d'anarchie juridico-environnementale qui consisterait finalement à insérer des clauses de principe qui n'auraient finalement que peu d'intérêt. Mais en tout cas, voilà, il y a certains marchés qui l'appliquent déjà, qui l'appliquaient d'ailleurs avant et heureusement, mais on se rend compte en tout cas que le législateur n'est pas en avance sur ces questions. Je signale également donc, que les marchés, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, donc de défense et de sécurité, ne sont pas concernés. Cette disposition est étendue aux contrats de concession. Alors, on peut se poser la question en fait, de l'articulation de cette nouvelle disposition avec la clause générale environnementale qui est insérée au sein de tous les CCAG. On pourrait se poser de la question d'un éventuel doublon, et en fait, ce n'est pas le cas pour deux raisons. La première, c'est que les CCAG ne sont pas nécessairement applicables au marché. Si on ne vise pas le CCAG, il ne s'applique pas. Et en plus de cela, des dérogations sont possibles. Donc ça, c'est la première raison qui nous fait dire, en tout cas, que voilà, la première disposition qu'on vient de mentionner et les nouveaux CCAG donc, ne sont pas redondants. Et puis la question de la temporalité, on y reviendra, mais on l'a déjà évoqué. L'article que j'ai évoqué précédemment, pour le moment, il n'est pas en vigueur, alors que les CCAG, eux, le sont. Donc voilà, ça pose pas nécessairement de difficultés. Donc voilà, nous, c'est ce qui nous a un peu interpellé avec Elisabeth, mais on n'est pas les seuls. Il y a pas mal d'acheteurs et de professionnels qui s'interrogent donc, sur l'entrée en vigueur de ces dispositions, en fait, puisqu'on a tendance à se dire que ce n'est pas très en phase, finalement, avec les préoccupations environnementales actuelles. Voilà, on a la date, on sait qu'au plus tard, toutes ces obligations donc, seront imposées. Donc au plus tard, le 22 août 2026, ça pourrait intervenir avant, donc ce sera nécessairement à surveiller. Voilà, mais bon, on peut quand même considérer que c'est mieux que rien. Ce qui est positif, c'est que des acheteurs se sont saisis de ces questions finalement bien avant le législateur. Donc il y a matière à progresser sur ces questions, et de toute façon, tous les acheteurs seront contraints de progresser, puisque à partir, encore une fois, de 2026 au plus tard, on ne sera plus dans de l'alternative ou de l'hypothétique, on sera dans de l'obligatoire. Et il nous reste deux dispositions à avoir de mémoire. Une petite bâtarde du coup de la loi climat qui a réussi à être insérée, mais qui ne va pas servir à grand chose, mais il faut quand même la signaler. Là déjà, on est carrément sur un horizon janvier 2030. Donc on a le temps d'avoir disparu. Mais du coup, cette disposition prévoit qu'à compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas carbone intervient dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Alors, c'est pas la première fois qu'on tente le coup. Ça avait été censuré par le Conseil constitutionnel de mémoire en 2011 en disant voilà, c'est une trop grosse atteinte à la liberté notamment du commerce et de l'industrie si vous vous mettez à privilégier les matériaux en bois dans la construction sous maîtrise d'ouvrage public. Bon, là, le climat a changé et donc le Conseil constitutionnel avec lui. Et donc, cette fois-ci, cette disposition passe et ne pose pas de difficultés particulières. En revanche, elle ne sert concrètement quasiment à rien parce que ça n'a pas dû vous échapper avec la RE 2020, la réglementation environnementale des bâtiments. La méthode de calcul, de toute façon, de l'impact carbone de la construction va excessivement privilégier les matériaux biosourcés ou bas carbone. Donc, en fait, de toute façon, ces objectifs seront très, très largement atteints à la date qui est prévue. Et donc, de toute façon, à mon avis, ça sera relativement obsolète, ou en tout cas, ça manquera peut-être de pertinence si jamais elle finit par déboucher et par avoir son décret d'application. Donc voilà, faudra attendre un décret d'application, mais encore une fois, vu la temporalité, cette disposition n'aura peut-être plus de sens ou sera peut-être caduque au moment où on se dira il faut prendre le décret d'application. Donc voilà, on est sur un horizon quasiment 10 ans, pas de panique à bord.
Ah non, il reste les Spaser. Mm. Je te coupe, du coup, je suis désolé. Vous avez donc, oui, alors dans le cadre, là encore, donc, de la loi climat, un renforcement en fait, des obligations donc, en termes de schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Alors là, ça ne concerne pas tous les acheteurs, mais ça risque de vous concerner de plus en plus. Alors, le texte prévoit, on l'a réduit, on ne vous l'a pas copié-collé parce qu'il est assez long, mais en fait, l'insertion d'indicateurs précis sur les taux réels d'achat socialement ou écologiquement responsables parmi les achats qui seront passés par les acheteurs. Il prévoit aussi donc la remise d'un rapport d'évaluation et qui proposera d'ici 3 ans un modèle de SPACER. Donc ça, c'est plutôt positif. On ne sait pas trop pourquoi ce modèle sera remis dans 3 ans, mais bon, en tout cas, on aura un modèle. Cet article, il n'entre pas tout de suite en vigueur. Alors pour le coup, il rentrera en vigueur avant 2026, puisque son entrée en vigueur, pour le coup, est prévu d'ici une année, au 1er janvier 2023. On reste assez critique en fait sur ce dispositif, puisqu'on renforce finalement une obligation dont l'inefficacité est à ce stade avérée. Il n'y a pas de sanction lorsque les collectivités ne respectent pas ces obligations. J'avais sorti les chiffres. Oui, il y a peu de collectivités qui sont concernées. Il y en a 160 à ce stade en France. Il y en a moins de 20% qui ont respecté cette obligation. Et finalement, il n'y a aucune sanction, c'est ce que je vous disais. Donc ça n'incite pas de toute façon les acheteurs à s'y tenir, même s'il y a quand même des bons élèves, notamment la métropole de Lyon ou la métropole de Bordeaux qui respectent cette obligation. Je vous disais néanmoins que vous pourriez être concerné, puisque la question de l'abaissement du seuil se pose. Pour le moment, seuls les acheteurs qui engagent 100 millions d'euros hors taxes annuelles sont concernés par cette obligation. Et la question se pose de savoir si on ne va pas réduire à 50 millions en fait ce seuil d'application. Et il y a d'autres leviers qui sont envisagés, notamment question de taille de collectivité. Donc, on attend des précisions là-dessus, mais on est quasi certain que ça bougera. Cet article, il a fait l'objet aussi de modifications dans le cadre de l'adoption de la loi climat. Et en fait, on est assez critique puisque, par exemple, on crée une obligation donc, de publication de ce SPACER sur le site internet des collectivités. Et la loi, et donc l'article mentionne bien lorsque ce site existe. Et bon, à titre personnel, on trouve ça assez ironique puisque par définition, une collectivité qui est soumise à cette obligation et donc qui est capable d'engager 100 millions d'achats hors taxes par année dispose nécessairement en fait d'un site internet. Donc on se rend compte que ça a été fait peut-être un peu à la va-vite. On comprend encore une fois pas trop les enchevêtrements de date entre les remises de rapports, l'entrée en vigueur. Voilà, donc on reste assez sceptique, mais bon, voilà, encore une fois, à suivre avec attention dans les mois qui arrivent. Et oui, suivre avec attention parce que cette question de l'abaissement du seuil, hein, il faut sentir un petit peu intuitivement que pour l'instant, l'argument, c'est de dire oui, en fait, les spasers, c'est quand même une grosse machine à élaborer. Les petites collectivités, elles vont pas passer derrière des marchés pour se faire accompagner, pour élaborer des spasers, elles n'ont pas les services, etc. C'est pour ça que dans 3 ans, le rapport rendu par le gouvernement qui doit proposer un modèle de spaser, dans 3 ans, il n'y aura plus d'excuses de c'est trop compliqué, ils ne savent pas comment faire. Il y aura un modèle, il y aura un template de spaser, et donc en fait, finalement, on pourra baisser les seuils en se disant même les plus petites collectivités, si elles n'ont pas trop de moyens, eh ben, elles pourront quand même utiliser le modèle qu'on a mis à disposition. Pareil sur ces nouveaux indicateurs, pour l'instant, il n'y a pas de sanction, mais là, on commence à dire bon, on va mettre des indicateurs et on va quand même contrôler. Et après le contrôle, vient la sanction. C'est aussi le sens un petit peu historique. Donc voilà, là, des petits pas de fourmis, mais enfin, faut sentir le vent et je pense que le vent peut tourner assez rapidement sur cette histoire de spaser. En sachant qu'en plus, donc, sur cette question du seuil, donc l'abaissement avait déjà été évoqué dans le cadre de la loi climat, mais puisque le seuil en fait est fixé par voie réglementaire, il n'appartenait pas au législateur de se saisir de cette question directement. Mais ça veut dire que ça pourra arriver très vite en termes d'adoption, ce sera simple, ça arrivera par décret.
Et donc, là, voilà la petite dernière du coup de la loi relative à l'empreinte environnementale du numérique. Donc, c'est une proposition de loi donc, qui est issue d'un parlementaire avec là pour le coup une vingtaine d'articles. Donc, c'est un gros soulagement après la loi climat. Mais bon, c'est quand même pas très pratique parce que du coup, ça fait un nouveau texte à décrypter alors qu'on vient de se manger la loi climat, mais c'est pas grave. Donc, une disposition intéressante pour les marchés de fourniture de smartphones et d'ordinateurs portables à ce stade. Pour le reste, ça n'a pas d'impact. C'est un article qui prévoit l'obligation d'intégrer dans les marchés de fourniture l'indice de réparabilité et puis l'indice de durabilité lorsqu'il sera en vigueur. Donc, grosso modo, depuis en fait la loi AGEC du coup a créé cet indice de réparabilité. Donc, je vous ai mis le petit logo, vous les avez peut-être déjà repéré parce que c'est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021 sur 5 catégories de produits électroménagers et électroniques. Là, du coup, dans le cadre de cette loi, l'objectif, c'est vraiment de cibler les produits numériques. Donc, à ce stade, il n'y a que 2 catégories de biens pour lesquels, de biens numériques pour lesquels on a un indice de réparabilité, c'est les smartphones et les ordinateurs portables. En revanche, la loi AGEC, elle a prévu finalement, on a commencé avec cet indice de réparabilité, donc simplement regarder voilà, la disponibilité des pièces détachées, voilà, la capacité à être réparée. Mais en fait, l'objectif, c'est d'aller plus loin et de prévoir un indice de durabilité et qui entrera en vigueur à horizon 2024. Et là, pour le coup, voilà, qui va ajouter d'autres critères comme la robustesse et la fiabilité des produits, voilà, d'autres enjeux pour définir la durabilité peut-être plus fins. Et puis aussi, au cours de 2021 à 2024, l'objectif potentiellement d'élargir à d'autres catégories de produits électriques ou électroménagers cet indice de réparabilité. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les marchés, l'obligation du coup créée par cette dernière loi empreinte environnementale du numérique, c'est à partir du 1er janvier 2023, il faut prendre en compte l'indice de réparabilité dans l'achat public de produits numériques. Et puis à partir du 1er janvier 2026, mais donc on a le temps de s'organiser, on basculera et donc on faudra prendre en compte pour les produits numériques l'indice de durabilité dans les marchés de fourniture. Voilà, donc une disposition pour le coup assez concrète, assez simple à appliquer. Il n'y a pas de texte d'application qui est annoncé dans cette loi. Donc simplement voilà une date butoir du 1er janvier 2023 pour que ça devienne obligatoire. Mais avant, voilà, encore une fois, l'indice de réparabilité il est disponible déjà pour les smartphones et les ordinateurs portables. Donc vous pouvez d'ores et déjà le prendre en compte dans vos marchés. Et on en a fini. Parfait, merci beaucoup à tous les deux et pour le respect du timing en plus par-dessus cette présentation bien complète et très claire. Est-ce que du coup, vous auriez des questions? Éventuellement, n'hésitez pas, alors je vois qu'il y en a peut-être une dans la discussion, sinon n'hésitez pas à activer vos micros pour les poser directement. Non, ça vous remercie. Pour ma part, et un peu à chaud, et ça fait écho à une précédente question dans le film, c'est vrai qu'on voit que c'est foisonnant, qu'il y a énormément de textes différents, aussi bien en termes de délai, d'envergure, d'obligations, incitations, sanctions. Est-ce que vous auriez un petit top 3, voire plus, un peu vraiment des textes clés qui sont vraiment incitatifs dans les médias, que ce soit en termes d'urgence de déploiement par les acheteurs publics, ou bien d'envergure de marchés concernés, ou encore simplement de sanctions rapides si ce n'était pas appliqué? Alors moi, comme ça, ce qui me vient forcément, c'est celui qu'on a évoqué sur l'acquisition d'un pourcentage de biens issus du réemploi et de la réutilisation. Parce que comme ça a été mentionné, il y a un arrêté, hein, à partir de janvier 2022, il va falloir déclarer ces pourcentages. Donc a priori, il n'y a pas nécessairement encore de sanctions particulières, mais ça peut quand même poser des questions. Et puis, pour le coup, sur des marchés passés, il pourrait y avoir des contentieux. Ça resterait très compliqué parce qu'il faudrait démontrer le montant annuel, hors taxe. Voilà, en termes de preuves,
ça reste très très compliqué, mais pour le coup, ça reste une obligation. Donc, ça reste une question où il pourrait y avoir des contentieux. Plus à partir de janvier de l'année prochaine, il va falloir donner des chiffres. Donc, je pense que déjà, celui-ci, il faut quand même bien s'y mettre. Je vais laisser François donner ses deux autres avis, mais sinon, autre chose aussi, peut-être, je pense que là, on vous a présenté quelque chose de chronologique, de voilà comment cet empilement, cette espèce de millefeuille, justement désordonné souvent avec des amendements qui viennent de part et d'autre, etc. Tous ces trucs qui sont faits complètement approximativement, on ne sait même pas quelle est l'offre des acteurs économiques. Je pense que pour avoir une bonne organisation de compliance, ce qu'il faut, c'est vraiment faire par segment d'achat. C'est se dire, voilà, par segment d'achat, voilà, quelles sont les dispositions incitatives et quelles sont les obligations. Et s'il y a des dates butoirs, je me les mets. Et si vous faites par segment d'achat, ça s'allège quand même relativement vite, selon moi. Ou voilà, si on raisonne par travaux, par fourniture ou par logique, voilà, on arrive déjà à avoir quelque chose de beaucoup plus light et de moins foisonnant. Je ne sais pas du coup si dans le top 3, ce que tu mettrais en termes de... Bah, c'est dans la continuité de l'article 58 loi AGEC, je trouve que ça aurait été quand même, pour le coup, c'est un peu encore une réserve, mais beaucoup plus pertinent en fait de raisonner marché par marché. Alors les acheteurs l'apprécieraient peut-être moins, mais ça sera en tout cas pour nous avocats et dans un souci de respect des obligations commande publique environnementale beaucoup plus pertinent parce qu'on pourrait en fait faire sanctionner l'absence de respect de ces dispositions. Là aujourd'hui, ça va être très compliqué en pratique puisque par définition, et je suis pas là pour donner des mauvaises idées, bien au contraire, mais à partir du moment où on réagit par année civile, ça veut dire qu'on pourra avoir des marchés qui ne respectent pas cette obligation, mais qui seront a posteriori régularisés en fait par le respect de ces pourcentages dans le cadre de l'acquisition annuelle. Donc ça, pour moi, ça aurait pu être mieux fait. Et puis, si, la disposition qui est importante, c'est quand même celle aussi des spécifications techniques. C'est ce que je disais, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une anarchie juridico-environnementale en insérant des clauses de principe pour finalement dire, bah, nous, on a respecté nos obligations, on est tranquille. Mais il y a peu de chance, encore une fois, puisqu'on est en train de développer tous ces outils. Et encore une fois, il y en a qui sont largement en avance sur ces questions. Donc voilà, c'est les deux dispositions que je retiens qui sont perfectibles et qui, à mon avis, s'amélioreront avec la pratique de toute façon. Et puis après, encore une fois, celles qui sont faciles à retenir parce que ça match avec la RE 2020 et puis avec les pratiques, c'est pour moi tout ce qui est économie circulaire dans le domaine du BTP, que ce soit sur les chantiers routiers, voilà, de valoriser, de réemployer tous les gravats, ou alors que ce soit de veiller aux matériaux de réemploi dans les chantiers de construction ou aux biosourcés. Voilà, tout ça, en fait, sans vous en rendre compte, vous allez le respecter. Parce que soit c'est des choses qui sont déjà très très bien maîtrisées par les maîtrises d'œuvre, soit c'est des choses qui sont rendues obligatoires par les règles de construction. Donc en fait, finalement, parfois, sans vous en rendre compte, vous allez être dans la compliance sur ces sujets-là pour l'instant. Je vois que Justine Demringer a levé la main. Justine, si vous pouvez activer votre micro, si vous avez une question. Oui, bonjour à tous. Rebonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'était qu'en fait, bon, on voit qu'effectivement, c'est très dense. Est-ce que vous connaissez, ou vous le faites peut-être, vous mettez en place des systèmes de veille pour les collectivités par thématique? Typiquement, vous êtes une direction, enfin, vous faites des travaux de voirie, parce que là, ça concerne tout le monde, mais les collègues, ils ont des questions très techniques et très spécifiques et en fait, ils n'ont pas le temps, du coup, de balayer toute la réglementation ni de faire de veille et encore moins de l'interprétation. Parce que moi, je peux la faire la veille. Je vois qu'il y a un décret qui est sorti, un article qui est sorti, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment on se l'approprie? On ne sait pas faire. On a vraiment besoin d'une compétence supplémentaire qu'on n'a pas aujourd'hui et j'ai l'impression que les maîtres d'œuvre, ils sont aussi largués parfois sur ces sujets. Du coup, comment on peut faire ça? Est-ce que, je sais pas, hein, c'est une question que je pose, mais est-ce que ça peut pas se faire au niveau de Maximilien qui prendra en charge ce genre de, effectivement, veille juridique avec interprétation ou alors est-ce que vous proposez, vous, à certaines collectivités ou parce que typiquement, je sais que le CEREMA le fait, mais uniquement sur la partie, TP, donc alors que nous, on a la vision en tant qu'acteur public, on fait du bâtiment, on fait des travaux publics, on fait un peu de tout et on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à savoir ce qui s'applique à nous, dans quelle mesure, à partir de quand, dans quel seuil, qui doit faire quoi.
comment on peut progresser sur ce sujet? Comment on peut se simplifier la vie pour que les directions opérationnelles puissent, s'en saisir plus simplement, en fait? Est-ce qu'il y a des outils qui existent déjà ou auxquels on pourrait réfléchir ensemble? Alors nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, nous, on publie régulièrement sur ces questions-là. On met en ligne des articles de blog de décryptage, on organise des petits webinaires, on met en place des infographies et on a créé une newsletter qu'on envoie tous les mois avec le récap de tout ça. Après, malheureusement, effectivement, on fait pas un filtre. Dans la newsletter, il y a des thèmes, donc on peut se répertorier par thème. Mais c'est vrai que on va pas forcément, je pense, avoir, par exemple, là, on vous a présenté les grosses lois, mais après, vous allez avoir la loi Egalim sur tout ce qui est approvisionnement, cantine collective. Vous allez avoir, voilà, tout ce qui va être véhicule. Enfin bref, à chaque fois, ça va être dans d'autres lois. Donc effectivement, c'est un peu la catastrophe. Donc du côté, nous, SCOV, en termes d'intérêt général, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire ce décryptage quand il y a des textes qui sortent, de dire, de faire des petits schémas, de dire, voilà, attention, voilà la date, voilà. Donc nous, on a mis cette newsletter que tout le monde peut gratuitement rejoindre, bien sûr, en ligne. Après, je ne sais pas, je vais peut-être donner la main aussi à GP Maximilien, parce que je pense que dans le cadre du marché, il y a aussi justement, vous avez un peu identifié ce besoin des acteurs, et c'est un peu le rôle de la boîte à outils. Mais du coup, Manon, je vous laisse. Oui, et oui, question très justement posée, Justine, puisqu'effectivement, ça fait partie intégrante des besoins identifiés à travers la MAPS, que d'avoir cette veille juridique et ce digestat un peu. Et comme le disait Elisabeth, de réfléchir par segment d'achat, parce que comme il y a énormément de choses, de pouvoir tenir cette veille et avoir une façon très simple et claire qui pointe les obligations en fonction un petit peu de l'actualité et de ce qui tombe. Ça fera partie intégrante des missions déployées en 2022. Puis vous allez voir que ça va aller Un peu ce travail de clause aussi, hein. compilation et de l'acculturation, de vulgarisation des textes assez rapide qui sera déployé dans le cadre des parcours par segment d'achat. Parce que ça va beaucoup impacter aussi le sujet des clauses. Typiquement, quand on demande dans une mission de maîtrise d'œuvre démolition de s'occuper d'identifier des exécutoires pour du don et de la vente, on en discutait il n'y a pas longtemps avec Isabelle Ardant de la mairie de Paris. On disait, oui, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir le droit de donner? Dans quelles conditions on a le droit de donner? Enfin, on voit que ça se change si on le prescrit nous, enfin, s'il y a des acteurs qui sont en régie, si on le prescrit auprès des OPH, si on le prescrit. Et en fait, on galère tous sur les mêmes sujets. Et du coup, il faudrait vraiment qu'on ait des éclaircissements sur, du coup, qu'est-ce qu'on est en droit de demander aussi à nos partenaires, typiquement en tant qu'acteurs publics. Et même, même au-delà de la veille, c'est aussi quelles sont les obligations réglementaires et comment ça se traduit quand on impulse, voilà, vis-à-vis des autres partenaires, etc. Mais ça, moi, le retour que j'ai, c'est que moi, je suis beaucoup AMO juridique dans ce type de projet où finalement, ils prennent une toute petite enveloppe pour un truc très très précis, mais ils disent, voilà, purgez-nous toutes les questions qu'il faut se poser, on vous les envoie, vous nous les drainez, et notamment dans la rédaction des marchés et en lien avec les maîtrises d'œuvre. Voilà, donc je pense que ça, la manière dont aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de solution un petit peu structurelle, un peu mutualisée qui est mise en place, j'ai l'impression que ce que les maîtrises d'ouvrage font et les collectivités, c'est qu'en fait, finalement, elles font appel à nous voilà, sur des missions en disant, voilà, là, on est sur telle opération, on sait même plus effectivement qu'est-ce qu'on peut faire, à quelles conditions, comment le prescrire. Enfin, on sait plus, on n'a pas envie, on va pas, allez-y, quoi, faites-le. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce rôle-là, ou peut-être ce rôle un petit peu de conseil juridique qui devient malheureusement un petit peu un besoin récurrent parce qu'en fait, c'est trop... Enfin, c'est un peu chaotique, quoi, enfin, concrètement. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Monsieur Luc qui a posé une question sur la périodicité. Est-ce qu'il y aura une périodicité sur l'évaluation de cet indice de réparabilité, a fortiori aussi sur l'indice de durabilité, comme ça peut être fait sur les indices INSEE? Je regarde la question, je ne suis pas sûre d'avoir compris. L'indice de réparabilité sera-t-il réévalué par produit de manière périodique? Alors, ça, pour l'instant, c'est pas exigé ou c'est pas prévu. Après, à mon sens, l'indice de réparabilité, il est fixé par le fabricant ou le metteur par le marché, sur le marché, au moment où il est mis sur le marché. Je suis pas certaine qu'on puisse exiger pour des produits ensuite que ce soit réévalué, quoi. Donc, je suis pas certaine. En tout cas, pour l'instant, c'est pas comme ça que ça a été pensé, quoi. C'est-à-dire que déjà, c'est un gros travail d'avoir mis en place ces indices-là.
Donc, je suis pas sûre que de toute façon, en fait, il y aura une grosse évolution entre ce qui est prévu aujourd'hui en termes d'indice de réparabilité. Je pense pas qu'il va forcément être réévalué ou évoluer beaucoup jusqu'à l'indice de durabilité, quoi. Donc, peut-être qu'après, l'indice de durabilité aura une vie plus longue et sera étoffé par des nouveaux critères ou permettra des réévaluations. Mais je pense que pour l'instant, on est déjà sur un test avec l'indice de réparabilité. Donc, il n'y a rien qui est prévu en termes d'évolution ou de réévaluation de cet indice-là. Il n'y a rien qui est prévu à ma connaissance, quoi. Ça fait peut-être écho au taux d'intégration de matières réemployées, réutilisées ou recyclées qui émane du décret d'application de l'article 58, puis par contre, où il y aura bien une réévaluation après un peu le retour d'expérience déjà des premières passations de marché, qui va être réévalué à horizon 2023, il me semble. Donc, là, par contre, effectivement, c'est des taux qui seront certainement amenés à changer en 2023 pour ce qui est de la loi AGEC. Et qui monteront peut-être au-delà de 40%. Oui, j'espère qu'ils seront moins revus à la hausse. Après, je pense que peut-être va y avoir aussi une différenciation en fonction, une priorisation sur les segments d'achat ou les catégories de produits où finalement on se rend compte qu'on atteint des taux de réemploi qui sont très bons et où les filières se mettent en place. Parce que c'est vrai que c'est quand même des vrais problèmes de filière et d'approvisionnement hein, pour le coup. Donc, je pense que ouais, ça sera augmenté, mais à mon avis, il y aura une approche très différenciée en fonction des produits, avec en même temps l'entrée en vigueur des REP, là, des éco-organismes pour certains types de filières qui ont pour objet de faire émerger des réseaux de réemploi qui sont solides et une offre en réemploi aussi qui soit plus structurée. Donc, les deux ensemble, ça devrait converger, mais je pense qu'en fonction des catégories de produits, on aura des améliorations très différenciées, quoi. Complètement. Je vois que Tatiana l'Écossais a levé la main. Allez-y, Tatiana. Oui, merci. J'ai une question sur la loi AGEC, sur le recyclé. On se disait que déjà sur certains produits, on a beaucoup de mal à savoir s'il y a du recyclé ou pas. On a beaucoup de produits sur lesquels on n'a pas de fiche de déclaration environnementale. Donc, en termes de preuves, c'est compliqué. Et puis, par exemple, je me disais, aujourd'hui, on va dire 100% des véhicules qui sont produits aujourd'hui comprennent un peu de recyclé, que ce soit dans le tissu, voilà. Donc, mettons qu'on ait 0,5% de recyclé intégré dans un véhicule. Est-ce que du coup, moi, avec ça, je considère que 100% de mon achat est recyclé? Et puis, dans ce cas-là, je n'ai même pas de question à me poser. Je considère que 100% de mes véhicules font partie du recyclé. Et puis, voilà. Et donc, voilà, je m'interrogeais sur la manière d'appliquer effectivement ces seuils, mais vous faites oui, donc j'imagine que vous les comptez. C'est un des Même points s'ils qu'on ont. et on avait interrogé, on avait pu échanger avec un des rédacteurs du décret du ministère et qui nous a bien confirmé parce qu'on lui a dit tel que c'est rédigé, vous êtes conscient qu'à 0,03% de recyclé intégré dans le produit, on remplit son obligation. Et elle nous a confirmé, elle nous a dit oui, 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 c'est ça. Donc, pour l'instant, effectivement, je pense que c'est peut-être une vraie marge de progression sur laquelle potentiellement la révision pourra intervenir. Mais effectivement, aujourd'hui, si vous avez un produit avec 0,3% de recyclé, qui intègre 0,3% de matière recyclée, vous remplissez votre obligation d'achat de produits intégrant des matières recyclées. C'est on va dire, c'est vraiment parce que c'est le début, quoi. Mais c'est pas sensationnel, ouais. Oui, merci. Madame Stolz. Oui, bonjour. Alors, je suis arrivée à 16h sur proposition de la MAPCE parce que j'avais assisté à la formation précédente et donc il m'avait été indiqué que jusqu'à 16h, c'était plutôt redondant avec ce qui s'était fait avant. Donc, excusez-moi si ma question reprend des choses qui ont déjà été abordées, je ne sais pas. À titre d'exemple, nous avons un marché de fournitures informatiques sous forme d'accord cadre, donc des fournitures de matériel. Qui est déjà existant, hein, sur lequel on a un certain nombre de marchés subséquents qui sont déjà passés. Par rapport justement aux obligations de la loi AGEC, est-ce que l'on peut faire un deuxième marché, en l'occurrence un accord cadre, donc un marché subséquent de produits issus du réemploi et du recyclage, ou dans la mesure où effectivement ça n'a pas été prévu à l'origine du marché qui est déjà en exécution, soit on doit le résilier pour en faire un nouveau,
soit est-ce qu'il faut faire d'un avenant aux accords cadres existants? Alors, Non. résilier le marché actuel parce qu'il ne respectait pas des obligations qui finalement ont été introduites postérieurement à son lancement, si j'ai bien suivi, hein. Oui, la loi AGEC est arrivée après. Donc, on avait déjà inclus un certain nombre de critères environnementaux et notamment dans le choix des offres, les degrés de réparabilité, les degrés de durabilité étaient intégrés. Mais par contre, il n'y avait pas d'obligation, en fait, même si il a été lancé à un moment où la loi AGEC était déjà promulguée, mais pas son décret d'application. Donc, on ne savait pas justement comment ça allait ensuite s'appliquer sous forme de pourcentage, etc. Voilà. Ouais, donc, mais moi, enfin, je vois sincèrement pas comment vous pourriez justifier une résiliation pour motif d'intérêt général, hein, typiquement mise en conformité avec la loi. Simplement, vous allez vous Voilà, retrouver. c'est ça. C'est ce à quoi je faisais référence, mais c'est plus une question de savoir justement comment gérer maintenant ces nouvelles obligations par rapport à ce qui existe et sans pour autant voilà, choquer nos partenaires existants dans le cadre de ces marchés, quoi. Alors, je ne sais pas si vous les choquerez, mais enfin, bon, potentiellement, ils pourront venir vous chercher quand même en indemnitaire derrière. Même si on est sur de la résiliation pour motif d'intérêt général, par définition, on a quand même une indemnisation enfin, sauf exclusion du contrat. Mais bon, la question, effectivement, elle se pose, mais moi, ça me paraît risqué de le faire en l'état. A fortiori, si l'obligation n'était pas en vigueur au moment où votre marché a été lancé, je ne vois pas comment on pourrait vous le reprocher. Et puis, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, en plus, c'est effectivement, mais ça, c'était le deuxième temps de votre question, sauf erreur, on est sur une obligation encore une fois, annuelle. On raisonne pas marché par marché. Donc, si jamais vous vous sentez en difficulté, sauf clause d'exclusivité, voilà. Il n'y a rien qui vous empêchera derrière de relancer un marché, effectivement, pour acquérir et pour venir en fait compenser ces pourcentages. Donc, on peut faire 2 marchés parallèles, en l'occurrence, donc 2 accords cadres parallèles, un sur de la fourniture classique, un autre sur la fourniture de produits issus du réemploi et de la recyclabilité. Ah bah, il n'y a rien moi, là, en l'état, il n'y a rien qui me choque, hein. D'accord, merci.